Ta dernière pièce, le titre lui-même est assez parlant. J'habitais une petite maison sans grâce, j'aimais le boudin. C'est tout de même assez frappant. Et tu as insisté beaucoup sur le fait que, partant de ce milieu ouvrier, fils d'ouvrier à Serein, si je ne m'abuse, tu habitais en face des usines Cockerill, tu te diriges vers l'ULG, l'Université de Liège, et là, il y a une première rupture, une première, en somme, disparition. Le moment de l'université a été un moment constitutif, enfin un moment qui a fait que tout à coup ma vie a changé de direction, tout simplement. D'être autre chose que le trajet obligatoire que je devais prendre m'est apparu. Je m'intéressais quand même un peu au théâtre malgré tout. Enfin, je m'y intéressais au sens où j'y allais. Voilà, il y avait le Théâtre National qui faisait des tournées dans les différentes villes. Ce qui m'avait toujours plu dans le théâtre, c'est un monde de beauté, alors que moi je vivais dans la laideur. Et donc ce sont des chocs, enfin tout ça ce sont des chocs qui font qu'à un moment donné on a l'impression qu'il y a un autre monde, voilà, que le monde d'où on vient n'est pas un monde méprisable, n'est pas un monde qu'il faut rejeter, mais qu'il y a un autre monde possible. Et ça évidemment l'université m'a conforté dans cette idée-là, évidemment. Et tu disais que finalement dans le secondaire tu lisais très peu, il n'y avait aucun livre à la maison, et même pendant les 4 années d'études universitaires tu rusais beaucoup pour ne pas lire. J'avais mis au point une technique tout à fait basique et simple, hein, qui consiste à prendre un dictionnaire de la littérature, lire le résumé de l'œuvre, lire 10 pages pour voir quand même de quel genre de style on a affaire, retenir surtout les noms des personnages secondaires, parce que si on connaît les noms des personnages secondaires, on a l'air de connaître le nom des personnages principaux, et à partir de ça, faire confiance à son instinct par rapport au prof pour essayer de savoir où passe la limite, où on peut le rouler dans la farine ou pas. Des fois, je dis pas un peu par boutade, si on n'avait pas inventé l'ordinateur, je crois que je ne serais jamais devenu écrivain. Enfin, je rédige directement à l'ordinateur, j'ai banni le stylo avec délice. L'écran, par exemple, me concentre complètement. Voilà. Si vous me demandez d'écrire quelque chose comme ça, je ne peux pas. Lorsque j'écris à l'ordinateur, c'est l'autre en moi qui écrit. Parfois, il m'arrive d'écrire des choses, je veux partir dans une direction et je vois bien que ça va dans une autre direction. Par exemple, j'ai 2 personnages, un personnage A et un personnage B. Je me dis, le personnage A, il me plaît bien, le personnage B, pas trop. Ok, je commence à écrire et vraiment, alors c'est curieux, je n'arrive rien à dire sur le personnage A, mais tout vient sur le personnage B, celui que je n'aimais pas. Alors, au début, je résistais, je me disais, ben non, c'est A que je dois développer, c'est pas B. Et puis après, j'ai compris que c'était stupide, que je n'avais qu'à partir sur le personnage B, puisque c'est lui qui me donnait le plus de matière en écriture. Et donc, de fil en aiguille comme ça, j'ai appris, comment dire, que l'écriture peut me dépasser, voilà, qu'à un moment donné, et même aujourd'hui, relisant certains de mes textes, je suis étonné par des phrases qui sont écrites, parce que je ne me souviens absolument plus de les avoir écrites. Surtout pas de plan, surtout pas de vouloir écrire sur. Dès qu'on a trouvé une piste, l'abandonner, car une piste trouvée, c'est 10 pistes refoulées. Oui, c'est ça, oui. Ce n'est pas la première fois qu'on évoque un cynisme chez toi, mais pas négatif. Non, bien sûr. Je suis pris entre 2 logiques. Il y a une logique parler du monde. Parler du monde, ça implique de la gravité. Nous sommes bien d'accord. Voilà, quand on parle des problèmes du monde, et les problèmes du monde sont suffisamment graves pour qu'il y ait une gravité. Mais en même temps, on ne va pas au théâtre non plus pour porter le poids du monde. Je veux dire, le théâtre, c'est un lieu de divertissement, c'est un lieu de culture, c'est pas un confessionnal, c'est pas un endroit où on se flagelle, c'est pas un endroit où on se tape la tête contre le mur, c'est pas de cet ordre-là. Donc il faut il faut parler du monde, il faut parler des choses qui ne vont pas dans le monde, mais en même temps, il faut trouver une forme qui fasse que ce soit plaisant. Une chose que Brecht a apportée au théâtre du XXe siècle, c'est une notion que tu partages avec lui probablement, c'est la distanciation. Si vous voulez de la reproduction de la réalité, ou en tout cas l'impression de la reproduction de la réalité, vous allez au cinéma. Le cinéma vous reproduit l'impression de la réalité. Le théâtre, lui, il est toujours coincé entre une coulisse à gauche, une coulisse à droite et le fond. Hein. Il y a même le plus grand théâtre du monde, s'il a 20 mètres d'ouverture, c'est beaucoup. Au cinéma, par exemple, vous ne voyez jamais les sources lumineuses. Au cinéma, vous voyez l'image, elle est éclairée, mais vous ne voyez jamais l'éclairage qui produit l'image. À aucun moment, sauf très rares moments de certains cinéastes, peut-être chez Godard éventuellement, mais dans le cinéma habituel, vous ne voyez pas les sources lumineuses. Au théâtre, vous voyez tout de suite les projets. Vous
vous installez, vous regardez au-dessus de vous, vous voyez qu'il y a des projecteurs partout. Donc c'est ça, affirmer le théâtre. C'est dire, nous ne sommes pas dans une copie du monde, nous sommes dans une réflexion sur le monde, dans des situations que vous allez reconnaître, mais qui ne sont pas telles quelles dans la réalité. Et donc moi, évidemment, je pratique beaucoup ce théâtre-là. Il pourrissait, là, depuis un certain temps. La main s'est facilement détachée, les chairs étaient molles, tout m'est resté dans la gueule, le morceau était plein de verre, il avait du goût. T'as bouffé la main d'un mort? Est-ce que je devais crever de faim? Il a bouffé la main d'un mort. Ce mort n'avait plus de travail, plus de maison, plus de famille, plus de ressources. Tout le monde l'avait laissé crever dehors, pourquoi ne l'aurais-je pas mangé? Tu es une bête immonde, profondément répugnante. Un chien n'a pas à manger les humains. Mais si les humains en ont fait moins qu'un chien, c'est la loi de la nature. L'espèce supérieure bouffe l'espèce inférieure. L'homme tue les bœufs, les lapins, les oies, les poulets, les porcs, les veaux, les poissons. Sous la table de l'humanité s'entassent les déchets que le chien mange, parce que le chien est moins que l'homme, comme est moins qu'un chien, un homme abandonné par les autres hommes.